Ok, merci à tous d'être venus. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour prendre votre café. J'espère que vous n'aurez pas trop faim et que vous resterez jusqu'à la fin. On va faire un focus cette fois, toujours sur la RSE bien entendu, mais on va parler un peu plus précisément de la RSE dans les PME. On va l'étendre peut-être un peu aussi aux ETI. Et sur les particularités que ça comporte pour les PME. Et on va faire vraiment on va essayer de parler précisément des nouveaux types de métiers, des nouveaux types de projets, comment on peut aborder la question de la RSE dans les PME pour nos étudiants. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de RSE pour les PME? Il y a deux façons un peu extrêmes d'aborder la RSE dans les PME. La première chose, c'est de dire que finalement, la RSE, elle doit porter dans l'objet même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui en elle-même a un objet RSE, c'est-à-dire qui agit directement, comme on l'a vu tout à l'heure, pour, je ne sais pas moi, de l'insertion, pour de l'innovation dans la transition, etc., porte en elle-même la RSE. Et puis, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est de dire que la RSE, ça peut être aussi un certain nombre de mesures correctrices quand on a une entreprise qui, par nature, n'a pas nécessairement un objet qui soit très sociétal, environnemental, etc. Le danger, c'est toujours de considérer que la RSE, c'est une fonction, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un département dans l'entreprise. Ça peut être le cas. Néanmoins, on constate que la RSE, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit portée par la gouvernance de l'entreprise, par le président, la présidente de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit finalement. Et qu'aujourd'hui, considérer la RSE comme une somme de mesures à appliquer les unes à la suite des autres, c'est très bien, mais finalement, ce n'est pas très efficace. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a un ADN environnemental, sociétal, et que si ça, ce n'est pas porté au plus haut niveau dans l'entreprise, et si ça ne se voit pas dans l'organigramme, eh bien finalement, les actions ont beaucoup moins de chances d'être impactantes. Quand on dit que ça doit être porté au niveau de la gouvernance, alors moi, c'est ma partie, c'est mon métier, donc forcément, j'y suis sensible. Mais j'ai vu souvent des entreprises dans lesquelles les conseils d'administration ont réfléchi à l'opportunité de créer des départements spécifiques. Alors au départ, on les rajoute à un département qualité, on va les ajouter au RH par exemple, en se disant que la RSE et les RH, ça marche bien ensemble, la RSE et la qualité, ça marche bien ensemble. Et donc on cantonne ça à une fonction. Et puis finalement, quand le conseil d'administration se penche d'un peu plus près sur la question, on se rend compte qu'en fait, non, finalement, où est-ce qu'on va le mettre dans l'organigramme? Alors est-ce qu'on le met en dessous du président? Est-ce qu'on le met en dessous de la RH? Ça ne colle pas, parce que finalement, la RSE, c'est un espèce de nuage qui regroupe l'ensemble de l'organigramme et qui doit être porté par chaque personne. Donc ça doit être incarné par le président ou la présidente de l'entreprise, et puis ça doit ruisseler non seulement sur l'ensemble des collaborateurs, mais aussi à l'extérieur. Les choix de l'entreprise vont être dictés par cet ADN RSE. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va gérer les recrutements en fonction des valeurs qui sont portées par l'entreprise, donc que les personnes qu'on va aller chercher doivent représenter ces mêmes valeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos étudiants? Ça veut dire que par exemple, quand on a nos étudiants qui viennent nous voir pour monter des projets, ou certains d'entre eux ont envie de monter des projets d'entreprise, eh bien, moi je leur ai dit souvent, monter une entreprise pour fabriquer des baskets éco-responsables, en soi, c'est pas RSE. Les baskets les plus éco-responsables qui soient, c'est des baskets qu'on ne va pas produire aujourd'hui. Donc on ne va pas les fabriquer, donc on ne va pas créer une entreprise pour faire ça. Nos étudiants, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi, quand ils montent des projets pour aller étudier la transition énergétique et qu'ils prennent l'avion pour partir à Pétaouchnok, je ne sais pas où, etc., c'est pas très RSE non plus. Donc finalement, je lisais ce matin encore dans un article de Courrier International qu'un mail généré par ChatGPT, 100 mots, c'est rien, hein, 100 mots générés par ChatGPT, c'est 1 demi-litre d'eau et 16 ampoules LED qui fonctionnent pendant 1 heure. Je pense que ça, l'avoir à l'esprit, ça permet de modifier en profondeur la façon dont on agit et d'être RSE. Voilà. Alors, si on revient aux PME, les deux gros atouts des PME pour mettre en place de la RSE, le premier, c'est probablement d'être extrêmement réactive, mais vous allez avoir plein de choses à rajouter sur ce sujet-là. C'est une réactivité extrêmement forte, c'est-à-dire que du jour au lendemain, quasiment, j'exagère un peu, mais on peut transformer ces pratiques. Et le deuxième atout, c'est une certaine proximité avec ses collaborateurs, c'est-à-dire que on peut choisir avec qui on travaille, on peut influencer l'ensemble des collaborateurs pour représenter cet ADN RSE. Maintenant, les PME, elles ont aussi un certain nombre de difficultés que les grands groupes ont un peu moins.
Notamment, la première chose, c'est les ressources. C'est que la RSE, quand on décide de la mettre en place, c'est un effort complémentaire qu'on ajoute. Donc, c'est une contrainte supplémentaire qu'on ajoute dans l'entreprise. Et puis, la seconde, c'est qu'à un moment, on a aussi un certain nombre de contraintes de rentabilité. Donc, on évoquait tout à l'heure les KPI, on va en reparler. Mais une entreprise, pour une petite PME ou une petite ETI, mettre en place un certain nombre d'actions de correction ou modifier sa façon d'agir, il va quand même falloir que ça ne contrebalance pas la rentabilité de l'entreprise. Et donc, il va falloir mesurer tout ça. Voilà. Donc, après cette petite introduction, je vais laisser la parole à nos trois intervenants. Donc, nous avons Sylvie Cazenave-Perret, qui est présidente de la société Poisson Packaging. Là, l'idée, ça va être de pouvoir nous expliquer un petit peu comment vous avez mis en œuvre la RSE dans votre entreprise. Et puis, on développe un petit peu ce qu'on va pouvoir imaginer pour nos étudiants. Nous avons Mady Gilbert, qui est secrétaire générale du syndicat CFE-CGC en charge du développement durable. Pardon. National. Ah, pardon, national, pardon. En charge du développement durable. Donc là, effectivement, on va plutôt aborder les questions d'accompagnement des PME, justement, dans cette transition. Et puis, nous avons Hubert Tonder avec nous, qui est vice-président de l'Ordre des experts comptables en charge de la durabilité et également titulaire de chaire au CNAM en gouvernance, chargé de la durabilité également. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter chacun et de présenter vos activités. Pour certains d'entre vous, il y a quelques PowerPoint. Je vais vous laisser gérer avec la zapette. Peut-être passer les deux premiers, parce que c'était moi, et donc c'est fait. Ça fonctionne? Oui. Voilà. Alors, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Hervé Rouvre et Dominique Hubert, qui sont mes collègues préférés au sein de l'association APESA 72 pour m'avoir invité à votre demande à ce colloque. Pourquoi ils m'ont invité? Parce que l'entreprise Poisson Packaging est réputée dans la Sarthe, en France et dans le monde entier pour la politique RSE qu'elle a menée. Alors, on n'est pas un grand groupe, on est une PME, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 110 salariés. C'est une entreprise qui était en état de dépôt de bilan il y a 29 ans et dans laquelle je suis rentrée. Je ne suis pas une ingénieure, on fabrique des emballages en carton, en technologie offset. Ce sont des industries extrêmement capitalistiques. Et pourquoi je dis je ne suis pas une ingénieure? Parce que je viens du droit. Et c'est justement parce que je viens du droit que j'ai été interpellée lors de la période de vie durant laquelle j'ai travaillé en tant que stagiaire administrateur judiciaire pour un administrateur judiciaire d'Angers. J'ai eu à fermer beaucoup d'usines dans la Sarthe au moment de ce qu'on appelait le grand mouvement de la globalisation que Nicolas Dufourc définit à peu près dans les années 95. Et c'est à ce moment-là que l'actionnaire de Poisson Packaging, qui avait déposé le bilan, me demande de le rejoindre pour essayer de un an. Il m'a demandé de venir un an. Ça fait 29 ans que j'y suis, donc je ne m'y suis plus. J'ai continué à écrire l'aventure. Et c'est tout de suite, en fait, que la ligne stratégique qui a été définie, ça a été une ligne stratégique qu'on n'appelait pas RSE à l'époque, mais qui incluait les parties prenantes, c'est-à-dire les devoirs de l'entreprise au regard de ses salariés, bien sûr, mais aussi de ses fournisseurs. Quand une entreprise dépose le bilan, elle ne paye pas ses fournisseurs, donc de ses fournisseurs, évidemment de ses clients, elle perd la confiance de ses clients, et évidemment encore des actionnaires et des institutions réglementaires. Donc j'ai engagé dès 1998 toute une série d'intégrations de normes, ISO 9001 en 1998, ISO 14001 en 2000, construction d'une nouvelle usine après la fermeture de 2 usines. On a fermé sur 22 000 mètres carrés d'exploitation, on a fermé 15 000, 16 000, c'est énorme. C'était un énorme effort. Et donc, on a remboursé le plan d'appurement du passif avec 4 ans d'avance et on est allé à marche forcée vers l'excellence. Alors, avant d'écrire notre premier rapport RSE, puisque cette année, nous publions notre 10e rapport RSE et notre dernier rapport RSE, je vous expliquerai pourquoi ensuite,
eh bien, nous sommes attelés, dès le Grenelle de l'environnement, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, c'était en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et dans la veille réglementaire que nous exerçons au titre de l'ISO 14001, eh bien, nous nous sommes accaparés le bilan carbone versus ADEME, créé par Jean-Marc Jancovici, à l'époque établi. C'est lui qui a créé ce... Alors, c'était complexe, le premier bilan carbone, mais depuis, on en a fait un tous les ans. Donc, nous venons de publier notre 17e bilan carbone. Donc, si vous voulez revenir là-dessus, moi, c'est très volontiers. Quand j'entends parler, tout à l'heure, ça m'a beaucoup choqué qu'on puisse dire que les KPI, c'est un concept anglo-saxon. Non, les KPI, c'est un concept de chef d'entreprise. C'est général, de sportifs aussi, ou de personnes qui veulent maigrir. Je ne sais pas, quand on veut maigrir, on monte sur sa balance, on regarde si on a pris 1 kg, 500 grammes, et on s'attelle à essayer de réduire ce poids. On a besoin, les chefs d'entreprise, pour embarquer nos équipes, les motiver, les leader, les emmener vers un objectif partagé, ce que vous avez très bien dit, madame. Eh bien, on a absolument besoin d'établir ce qu'on appelle des indicateurs. Ce qui nous fait aujourd'hui très plaisir, c'est qu'on a réduit de plus de 60% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un chemin long, on l'a fait depuis 2018, et que nous serons à neutralité carbone de manière absolument certaine dans 4 ans. Donc on pourra revenir là-dessus, mais c'est ce que je voulais vous dire tout de suite sur notre activité. Alors oui, on vous présente un slide, on sait chiffrer les économies, parce qu'il y a les KPI, mais il y a aussi le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'une entreprise ne fait rien pour rien. C'est absolument impossible. L'objectif d'une entreprise, c'est pas d'employer des gens, c'est de gagner de l'argent. Alors, je choque toujours un petit peu l'auditoire quand je dis ça, mais c'est ça. L'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas payer ses salariés, elle ne peut pas payer ses fournisseurs, elle ne peut pas investir dans les machines, elle livrera mal ses clients et elle dégradera son activité économique. Donc, le bilan carbone, en ce qui nous concerne, on sait chiffrer, qui nous a rapporté depuis 17 ans, enfin au cours des 17 dernières années, exactement 500 € par an. C'est considérable au regard du résultat qu'on produit, et je peux assurer de manière certaine aujourd'hui que nous n'existerions plus dans un marché extrêmement compétitif. Nous fabriquons des emballages en carton imprimé, ça ne vaut rien. Un emballage, ça vaut quelques centimes d'euros, c'est vital dans la chaîne dans la supply chain pour livrer les clients et fournir l'information nécessaire au client final. Mais le secteur s'est énormément dégradé en termes de valeur créée. Et nous avons pu survivre, développer, continuer à investir, créer de la valeur, partager cette valeur grâce, j'en suis maintenant convaincue, par l'expérience empirique qu'on a pu en faire à cette organisation-là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ah non, moi j'ai pas de slide. J'ai juste suivi avec ma photo en fait. Voilà. Donc, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables en charge de la durabilité. Bon, je suis expert comptable, mais je suis aussi universitaire. Et j'étais prof d'université, j'ai la chaire de comptabilité et gouvernance au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, je suis complètement ravi de ce que vous venez de dire, madame, parce que il y a un certain... on parle de CSRD aujourd'hui, puisque dans ce que vous évoquez, on était un peu dans la DPEF, vous avez fait un rapport RSE, mais le schéma normatif qui trouvait à s'appliquer pour les ETI, on va dire, c'était la DPEF. Qui disparaît au bénéfice de la CSRD et qui, effectivement, aujourd'hui est présenté, je dirais, comme un monstre de KPI que personne ne peut mettre en œuvre. Ce qui est une aberration. On a même entendu le Premier ministre nous dire il y a quelques semaines qu'il allait faire reporter cette réforme qui se mettait en place pour un certain nombre d'entreprises françaises et européennes. Bon, ce qu'il ne peut pas faire parce que jusqu'à preuve du contraire, au niveau européen, il y aura un peu de mal à décider seul et encore plus sans le gouvernement allemand dans la situation actuelle. Donc cette réforme ne va pas être modifiée, elle sera certainement amendée pour un certain nombre d'entreprises sur la mise en œuvre. Et pourquoi
On en parle comme un monstre parce que c'est quelque chose qui est agnostique et qui recense à peu près 1300 KPI, c'est-à-dire des indicateurs. Et effectivement, des indicateurs, pour piloter une entreprise, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir où vous êtes et où vous voulez aller et comment vous y allez. Donc si vous n'avez pas d'indicateurs, c'est je pilote à vue, je pilote au nez, je pilote comme je veux, mais vous allez droit dans le mur parce que c'est comme votre voiture. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous donne un peu de la vitesse, à quelle vitesse roulez-vous? Est-ce que vous respectez la vitesse sur la route? Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez avoir une idée d'eux, mais c'est nécessaire. Et sur la RSE, alors la RSE, c'est quand même plusieurs dimensions, parce que c'est la dimension environnementale, dont on parle beaucoup, alors qui est parfois très complexe, parce qu'effectivement, on a une structuration de mesure du carbone avec le bilan carbone de l'ADEME, qui est extrêmement rigoureuse, c'est un des dispositifs très très forts, et nous, on encourage toutes les PME, toutes les TPE, toutes les ETI, toutes les entreprises à partir de ça, parce que le fondement de la transition environnementale, sociale et de gouvernance, c'est le bilan carbone et c'est le plan de transition. C'est où je suis aujourd'hui, où je peux aller dans notamment les accords de Paris, mais pas que, parce qu'on a des obligations aussi en matière de devoir de vigilance, et ça c'est très très important, sur le respect des droits humains notamment. Donc pour ça, on a des indicateurs et il n'y a pas besoin d'en avoir 1200. Vous prenez une entreprise comme Veolia, leader mondial de la collecte, du tri des déchets, international, mondial, c'est 650 indicateurs. Voilà. Pour une PME. Voilà, donc une PME, alors après ça peut être 10, 50, 100, 20, l'EFRAG, qui est l'organisme de normalisation internationale, fait un dispositif PME avec 20 indicateurs, purement quantitatifs. Alors c'est pas suffisant parce qu'il faut quand même des indicateurs qualitatifs, on ne peut pas rester que sur le quantitatif, mais avec 20 indicateurs. Donc ça veut dire que le dispositif, si vous voulez, c'est vraiment une volonté de transformer. Aujourd'hui, on est, vous l'avez évoqué, depuis 20 ans, on est dans un système de consommation qui fait qu'il faut toujours produire plus, moins cher, parce qu'on est dans un système d'obsolescence assurée. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait la réflexion. Quand j'achète ma machine à laver, mon réfrigérateur, c'est marrant. Alors quand vous commencez à avoir mon âge, pas totalement canonique, mais même moi, je suis à faire la réflexion. Le premier réfrigérateur que j'ai acheté, je l'ai peut-être gardé 15 ans. Si j'en achète un demain, il va durer 5 ans. Pourquoi ? Parce que je suis dans une société de l'obsolescence programmée. Et le nouveau modèle ne peut pas être celui-là, parce que ce modèle d'obsolescence programmée, il est basé sur quoi? Il est basé sur l'énergie, et l'énergie fossile. Cette énergie fossile, elle est limitée, donc ça veut dire qu'à un moment, on n'en aura plus, et en plus, elle est extrêmement destructrice en matière environnementale. Et cette économie de la surconsommation, si on peut dire, de l'obsolescence programmée, c'est une économie qui ne traite pas nécessairement les êtres humains comme ils devraient être traités dans les systèmes productifs mondiaux. Donc nécessairement, ce système est fini, en fait. L'économie, je dirais, néolibérale comme elle existe, et c'est un gros libéral qui vous parle, je vous rassure, j'ai aucune velléité d'extrême historique, on va dire, mais le système dans lequel on existe, et on travaille, on vit aujourd'hui, économiquement, il est fini. Ça ne veut pas dire, et madame a tout à fait raison de le dire, que les entreprises vont changer d'objectif. Une entreprise est toujours là pour gagner de l'argent. On aura beau toujours y mettre une raison d'être, elle est là pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que cette économie est basée sur le fait qu'on ne favorise qu'un seul stakeholder, c'est l'actionnaire. Et vous avez tout à fait raison de dire, aujourd'hui, c'est les parties prenantes, et la richesse, il faut la répartir. Parce que si vous ne répartissez pas la richesse, vous ne pouvez pas transformer votre modèle. Et la transformation du modèle, ça veut dire que c'est par exemple les prix variables. Aujourd'hui, on est dans un modèle de prix fixe. Le prix variable, c'est quoi ? C'est quand je fais par exemple, un exemple très très simple, quand je fais mon bilan carbone, j'ai un scope 1, un scope 2, je peux le maîtriser. Mon scope 3, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que quand j'ai un fournisseur, si je veux avoir un plan de transition, il faut que mon fournisseur soit aussi dans mon plan de transition, sinon ça ne marche pas très bien. Donc ça veut dire que s'il y est et s'il atteint ses objectifs, je peux lui acheter des produits plus chers. Mon client, c'est pareil. Mon client, s'il n'est pas dans mon plan de transition, je peux lui vendre des produits plus chers. S'il est dans mon plan de transition, je peux lui vendre des produits moins chers. La fiscalité, c'est pareil. Si je suis dans des objectifs de transition, je peux avoir des fiscalités réduites. C'est le financement. La banque, j'ai des taux réduits, j'ai des taux modulés dès lors que je peux être dans un plan de transition. Aujourd'hui, par exemple, les collectivités locales sont des financeurs de TPE de façon extrêmement importante, par la dette et par la subvention. Vous avez aujourd'hui
des régions qui ne subventionnent plus rien, qui ne financent plus rien, sans des KPI RSE. Donc ces dispositifs sont nécessaires parce que si vous voulez mettre un plan de transition, il va falloir le mesurer. Et aujourd'hui, la doxa qui se met en place sur le sujet, c'est que ce qui était un indicateur qui n'était pas normé, qui n'était pas comparable et qui n'était pas nécessairement tracé dans le temps, sont des indicateurs qui deviennent normés, qui deviennent qualitatifs, sur lesquels on va pouvoir se baser pour comparer les entreprises des uns et des autres et pour lesquels on va pouvoir s'assurer qu'ils réalisent les plans de transition, entre guillemets, qu'on leur demande de réaliser s'ils n'ont pas pris conscience qu'il fallait le faire. Parce que s'ils n'ont pas pris conscience qu'il fallait le faire, ces entreprises disparaîtront de toute façon. Et alors je termine juste sur ça. Un élément extrêmement intéressant de ce que vous venez de dire, c'est le fin du fin dans le domaine, mais ça c'est un comptable qui vous le dit, un expert comptable, c'est de dire, ben voilà, quand je suis dans mon plan de transition, parce que c'en est un plan de transition, parce que ce plan de transition, ce qu'a fait madame, c'est ce qui a permis à l'entreprise de survivre. Quand je suis capable de dire, j'économise tous les ans 500 000 € parce que je suis dans un système de décarbonation, ben, l'évolution de la comptabilité, c'est ça. C'est d'être capable... Oui, c'est d'être capable de le mesurer et même capable de le comptabiliser pour le partager. Et ça, c'est le nouveau système qui doit se mettre en place d'un point de vue comptable normatif, c'est d'être capable de mesurer cette externalité positive et qu'elle rentre dans le partage de la valeur. On va en reparler après, parce qu'effectivement, la notion des coûts, notamment pour une petite entreprise, c'est un point essentiel. Je vais vous laisser vous présenter, Nadie. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je voulais remercier les présidents d'université de cette invitation et particulièrement Michel Vincent. Voilà. Donc je suis... Oui, je sais, mais je la cherche, mais c'est absenté, je pense. Donc je suis secrétaire nationale Transition vers un monde durable à la Confédération française de l'encadrement, des cadres et de l'encadrement. Nous représentons, alors j'aime bien le spécifier, nous représentons l'encadrement, les cadres, et nous sommes un syndicat catégoriel. Et nous avons vocation, justement, dans le cadre des différentes négociations, de porter un regard spécifique sur cette population. Nous avons 180 000 adhérents, unions locales, départementales, bon, je vous fais grâce de tout ça, mais ça veut dire qu'il y a un maillage territorial où nous ne sommes pas simplement dans les grandes boîtes, mais aussi dans les PME et dans les TPE où vous savez qu'il y a des élections, et je vous en parlerai tout à l'heure, justement ce dialogue social et ce dialogue professionnel qui est essentiel justement dans la RSE. Alors, donc je m'occupe de transition, de RSE, de développement durable, et je siège, ce qui est important, et peut-être je vous en parlerai tout à l'heure, au Conseil national de la transition énergétique, au Conseil national de la biodiversité, Conseil national de l'air, enfin bon, où on porte des avis justement, et c'est en ce moment une phase importante puisque au Conseil national de la transition énergétique, nous sommes en train d'évaluer, enfin de co-rédiger, on va dire pour faire court, la loi climat-énergie qui devrait être déjà passée depuis 1 an et qui justement donne la voix au pays, ce qui aurait dû être fait depuis au moins 2 ans. Et j'ai entendu ce matin que l'énergie, c'était quand même le nerf de la guerre. Alors effectivement, l'énergie, ça challenge beaucoup les coûts, la manière de produire, donc c'est d'une importance capitale. C'était un petit focus par rapport à ça. Alors, oui, donc j'ai entendu partage de la valeur, produire pour gagner de l'argent, bien sûr, mais aussi pour le partager. Et aujourd'hui, la RSE, elle s'inscrit dans ce chemin. Donc, économique, social, environnemental, c'est SRD pour évaluer les externalités, la durabilité. Et puis, challenger, on va dire, toutes les entreprises entre elles pour savoir comment on se place sur le marché pour avoir des financements ou pas, ou comment entre entreprises de même taille, on se situe pour regarder comment les choses se passent et comment on peut aller plus loin. Alors pour nous, moi ce que je voulais vous dire, c'est 4 points. C'est ce que je pense, c'est se différencier grâce aux objectifs de développement durable. Donc je pense que, allez, je
je présuppose que tout le monde connaît les objectifs de développement durable, autrement ODD, de Global Compact Réseau France. Ils sont au nombre de 17. Donc pour nous, c'est une grille dans les ODD, hein, mais pas que, pour permettre de flécher tous les sujets de la RSE. Donc vous en avez 17. Par exemple, 17, on a parlé des bilans carbone, c'est changement climatique. Je prends ma feuille, hein, parce que je ne connais pas tous par cœur. Voilà, donc je vous les montre. C'est toujours sympa. Et ben voilà. Voilà, donc vous les avez tous. Et donc, oui, c'est le 17, c'est les partenariats. Donc, et le 13, c'est mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Donc, il s'articule autour de 10 principes, mais surtout de 4 grands axes, hein, qui sont l'environnement, les droits de l'homme, on en parlera avec justement Supply Chain, tout ce qui est externalité, avec le devoir de vigilance, comment on organise tout ça. Hein, par exemple, les batteries, le lithium, comment on construit des voitures électriques en respectant les droits de l'homme. C'est un peu provocateur, mais voilà, c'est toujours bien de se poser la question. Donc, je vous ai dit l'environnement, les droits de l'homme, le droit du travail, bien sûr. Et puis, le dernier, et la lutte contre la corruption, et j'y tiens beaucoup. Donc, par rapport à ça, vous avez ces ODD où vous pouvez voilà, flécher égalité femmes-hommes, pardon, je ne vais pas dire de bêtises, égalité femmes-hommes, pas de pauvreté, et par exemple, industrie, innovation et structure. Et j'y reviendrai un petit peu sur innovation et structure par rapport aux IUT, ce qui peut vous intéresser. Et l'attractivité aussi du tissu industriel français, mais industriel au sens large. Donc nous, ce qu'on pense aussi, c'est que quand on est... alors, je me place du côté du dialogue social, hein, par rapport à ça. Donc quand on est représentant du personnel ou on a un dialogue professionnel avec les dirigeants, c'est d'amener des contributions. C'est ce qui va se passer aussi, hein, notamment dans les plans de vigilance depuis longtemps, notamment c'est la loi Pacte, hein, devoir de vigilance, 2017, c'est ça, 2017. Donc les plans de vigilance devaient être présentés aux représentants du personnel, ce qui avait été peu ou pas fait. Et c'est dommage, parce que impliquer les gens, on dit partage de la valeur. Si on veut prospérer, mais il faut plus de dialogue. Et s'investir dans des labels robustes et crédibles, vous l'avez fait, madame, avec votre label ISO 26000, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà, c'est lequel ? Aujourd'hui, je crois qu'on gère à peu près une dizaine de normes ouais, au sein de l'entreprise. l'entreprise. C'est ça. Mais bon, par exemple, c'est le label RSE phare. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser ? Et puis, vous avez parlé de CSRD. Alors, effectivement, CSRD, c'est pour les entreprises cotées, mais pour les entreprises, les TPE, je veux dire cotées, mais pour les PME cotées. Et pour les PME non cotées, il y a une nouvelle norme qui va être mise en place. C'est VSME, voilà, qui est en cours d'écriture à Bruxelles pour avoir un peu moins d'indicateurs, je dirais, qui soit plus facile à utiliser. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'établir un dialogue social environnemental est important. Et peut-être qu'il y a certains freins, mais puisque la loi climat et résilience, alors il y a des facteurs de seuil de salariés par rapport à ça. J'y reviendrai après. Mais c'est la loi climat et résilience, dans son article 40, maintenant décliné dans le Code civil, donne des attributions environnementales aux IRP. Donc, c'est aussi un moyen de mobiliser les salariés, les représentants du personnel et la gouvernance au sens large de l'entreprise. Voilà, en utilisant les bilans bas carbone, en regardant les mobilités par rapport aux différents critères, et puis aussi peut-être parler, quand je disais tout à l'heure l'ODD 9, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Industrie, innovation. Aujourd'hui, vous avez parlé d'attractivité, de réindustrialisation. Il y a quand même
une chose importante, c'est la recherche et l'innovation. Pour attirer des jeunes, il y a le crédit impôt recherche innovation. Et donc, CICE, etc., adossé à tout ça. On peut voir aussi la conditionnalité des aides qui n'est pas effective aujourd'hui. Et avoir une recherche et développement qui soit, monsieur qui est intervenu, le responsable d'EDF l'a bien dit tout à l'heure, ils ont cherché pendant 1 an quelque chose d'innovant, ça a motivé, voilà, et ça peut découler après sur une commercialisation, enfin bon, dans ce cas-là, peut-être pas, mais voilà, des choses, et ça permet d'avoir une attractivité. Donc la réindustrialisation, elle passait aussi par ce biais-là, et ça a été largement dévoyé. Je suis désolée, je parle vrai. Donc voilà, c'est peut-être des choses à réinvestir, à repenser. Voilà, par rapport à cette décarbonation qui a déjà débuté, vous l'avez dit, avec le Grenelle, ça a été les premiers pas de la décarbonation. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont décarbonées, mais on peut aller plus loin. J'en reviens au dialogue social, dont vous traitez de mobilité, d'économie circulaire, qui est une filière qui est peu rentable aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas fait. La seule filière rentable, alors j'aime bien le dire, c'est la filière du recyclage de l'or. Donc là, ça marche à plein. On en est d'accord. Mais pour le reste, ça reste à construire aussi. Il y a beaucoup de choses à construire. Je pense que pour les jeunes, c'est aussi de leur donner des voies dans ce sens-là. Donc, innovation, économie circulaire, voilà, utiliser des crédits impôt recherche pour challenger les jeunes, pour avoir cette durabilité et réduire les externalités. Donc pour vous dire, nous, CFSGC, on avait écrit un guide, donc vous pouvez le télécharger sur notre site, dans publication, sur petites et moyennes entreprises, comment s'en emparer par rapport aux ODD. Donc ce que je vous disais, c'est des choses qu'on a testées, et on a une 40aine ou une 30aine d'entreprises qui avaient témoigné justement sur leurs actions par rapport aux ODD, comment ils avaient construit des politiques RSE par rapport à cette grille d'analyse. Et puis, je vous ai parlé du dialogue social. On a un guide tout nouveau qui est sorti sur dialogue social et développement durable par rapport à la loi climat et résilience, mais pas que, qui flèche différentes choses. Donc, pour s'approprier. Et c'est aussi... alors, moi, je parle très clairement du côté des représentants du personnel, besoin d'appropriation, mais des côtés des directions, besoin d'appropriation. Et il y a quelque chose qui est... Alors, vous pouvez aller le consulter. C'est un document de l'IHE, l'Institut des hautes études de l'entreprise, où il y avait différents dirigeants qui ont témoigné, et syndicalistes, sur l'entreprise full RSE, c'est-à-dire tous les secteurs doivent être mobilisés. Et ce n'est pas l'affaire d'un dirigeant ou d'une direction RSE qui viendrait interroger. C'est en plein. Donc, je ne sais pas, je devais avoir une petite chose en plus, mais bon, c'est pas grave. Bon, je sais pas pourquoi. Je pense qu'effectivement, il y a un paradoxe pour certains jeunes, peut-être pas tous, peut-être que les choses évoluent aussi aujourd'hui, mais il y a pu y avoir à un moment une vision un peu romantique de la RSE. La RSE, on fait le bien pour la planète, on fait le bien, etc. C'est pas forcément la réalité qu'on voit dans l'entreprise aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est concrètement, si aujourd'hui vous devez recruter pour améliorer la RSE dans votre entreprise, quel type de parcours ou quel type de compétences vous iriez chercher? Qu'est-ce qui fait que vous allez recruter quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre pour l'inclure dans une démarche RSE dans votre entreprise ou pour travailler à cette construction-là? Quel type de compétences? Alors, c'est une question que j'ai du mal à bien comprendre parce qu'en fait, le fait d'avoir développé une politique RSE de longue date qui soit reconnue, évaluée, comprise, partagée, en fait, c'est un critère d'attractivité. Donc, on ne recrute pas des gens pour améliorer la RSE, puisque tous les gens, ils font de la RSE chez nous. On va pas, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un service, il n'y a pas une direction RSE. Ça n'existe pas. C'est porté par la présidence,
et par l'ensemble des cadres. On fonctionne par processus. On a 3 directions générales déléguées et ces processus sont en amélioration continue sur ce facteur-là aussi. Notre principal indicateur de mesure, je vous l'ai dit, on a plusieurs. On est déjà soumis à des obligations réglementaires. On ne vit pas dans un monde de bisounours. On doit produire le rapport économique et social tous les ans. On produit notre bilan carbone, ça c'est sur le plan environnemental parce qu'il nous donne une compréhension très technique des voies vers lesquelles on peut s'orienter pour investir et avoir un retour sur investissement le plus efficace possible. Mais les idées viennent bien souvent des opérateurs eux-mêmes. On a un système qui a d'ailleurs qui a suscité beaucoup d'intérêt pour ceux qui s'en souviennent peut-être. 2008, ça a été une année très productive puisque ça a été le lancement de Twitter aussi. Et chez nous, ça a été le lancement d'une plateforme qui permet de partager absolument toutes les informations dans l'entreprise. Ça fonctionne comme Twitter, sauf qu'on stocke les informations et que c'est une source c'est une base de données supplémentaire qui nous permet d'améliorer de manière continue nos processus. Et donc, là encore, c'est un moyen de partager les initiatives à l'intérieur de l'entreprise. Sauf que comme on sait le chiffrer, ça permet aux personnes qui sont à l'initiative de quoi que ce soit, qui permettent d'économiser soit l'énergie, soit du temps, puisque du temps, ça peut être aussi du carbone. Si une machine tourne pour rien, c'est du temps d'attente, du travail qui n'est pas suffisamment bien organisé ou planifié. Eh bien, ça nous permet aussi de revenir vers l'opérateur en disant, voilà, ta contribution, ça a été ça. Donc, et ça, c'est autant de participation dégagée à la fin de l'année, autant de l'actionnariat salarié aussi, puisque chez nous, il y a de l'actionnariat salarié. Une des dernières initiatives qui est assez emblématique, qui a été assez peu reprise par les médias, parce que vous savez qu'on évolue dans un monde tout à fait dogmatique. On a fait un deal avec Toyota. Dans les indicateurs carbone, on avait toujours le trajet domicile-travail. Pour ne pas vous décourager, vous savez que les industries ne sont pas en ville. Donc, quand on parle d'attractivité de l'industrie pour vos jeunes étudiants, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils viennent dans les campagnes. Ils n'ont pas envie de quitter les grandes villes. Dans les grandes villes, tout est ouvert tout le temps. Il y a tout, les cinémas, les spectacles, les bars qui sont ouverts, ce qu'il n'y a pas dans les communes en province. Donc ça, c'est extrêmement difficile. On va dire que ça, c'est l'enjeu numéro 1 de la réindustrialisation. Donc nous, on a proposé un dispositif de partenariat avec Toyota où on attribue une voiture de fonction à chaque salarié dès lors qu'il a une année de présence. Et sa contribution est de 2 € par jour, entretien et assurance comprise. Donc c'est un deal qu'on a fait pour massifier Et donc on a réussi à économiser, je crois, à peu près 200 tonnes de CO2 par an supplémentaires grâce à cette initiative. C'est totalement compris par les salariés qui ont massivement adhéré à ce dispositif. C'est un critère d'attractivité supplémentaire et c'est de la distribution de résultats de notre politique carbone immédiatement, du pouvoir d'achat évidemment, mais en tout cas, concrètement, aujourd'hui, nos salariés, d'ailleurs on a appelé cette opération Tech Care, nos salariés se véhiculent. Alors sur les métiers, parce que quel genre de métier ça va attirer ? Je vais vous dire, il y en a un qui disparaît. Les entreprises, elles n'ont pas vocation à créer des métiers tout le temps, puisqu'on n'est pas comme une administration, on essaie toujours d'optimiser nos ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. On est extrêmement dans le numérique, dans l'intelligence artificielle. Donc, toutes les données qu'on a, on essaie de les automatiser, les remontées de données. C'est pour ça que, monsieur, je ne suis pas du tout inquiète, moi, sur la CSRD. Parce que, si vous voulez, évidemment, mais regardez de la même manière, on a EcoVadis. Quand vous tapez les réponses au questionnaire EcoVadis, on est d'accord, madame ? Il y a de quoi s'amuser aussi. Mais par contre, moi, là où je suis complètement à fond et que je trouve encore une fois que nos politiques reculent devant le moindre obstacle, et en plus, ce n'est pas un obstacle qui leur est imposé, c'est un obstacle qui nous est imposé, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il ne faut pas attendre, parce qu'autrement, ça ne va jamais bouger. Et en plus, ceux qui se plaignent de la CSRD, ce qui est quand même un comble, ce sont les grands groupes à qui c'est imposé, qui eux-mêmes nous imposent à nous, leurs sous-traitants,
parce qu'on est leur sous-traitant. Moi, je travaille qu'avec des grands groupes, des tas de contrôles, d'audits, etc. Donc moi, je suis ravie, j'appelle de mes voeux que ça se mette en place. Au moins, on n'aura plus des rapports qui seront faux. Parce que, alors là, moi je l'ai dit, les rapports de mes clients, je vais vous dire, je rigole parfois, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs rapports? Parce que ça n'est pas évalué. Donc la seule difficulté par rapport aux indicateurs dont vous dites qu'ils sont extrêmement nombreux, et c'est vrai, c'est les organes de contrôle. C'est-à-dire, je pense qu'on va manquer d'auditeurs. Donc nous, dans nos entreprises, par exemple, la fonction contrôle de gestion, elle est passée à la poubelle. On n'a plus de contrôleur de gestion. Tout ça, ça se fait automatiquement. Fonction comptable, tout ça, ça disparaît complètement. Par contre, on a des contrôleurs, des personnes qui viennent accompagner des processus pour ne pas se retrouver au moment où on collecte la donnée à reporter une donnée qui ne soit pas exacte. La vertu, c'est pas de se mettre une fois par an à faire son rapport CSRD. C'est d'alimenter en permanence des bases de données, et ça se fait de manière automatique. On a les logiciels pour le faire, on les a partout. En comptabilité, vous les avez. Ce serait mentir de dire qu'on les a pas. Bon, maintenant, qu'on veuille pas se mettre au boulot, en France, c'est assez souvent le cas. En ce qui me concerne, on a l'honneur de représenter notre filière au plan mondial. Nos collègues qui sont chinois, indiens, bref, qui viennent des 5 continents, ce genre de chantier, comment je peux vous dire, les excite presque. Parce que c'est un chantier de productivité qui est extrêmement intéressant pour le partage des données, non seulement publiques, dans le cadre d'une cotation en bourse, mais aussi vis-à-vis de ses salariés. C'est de la restitution de connaissances, de compréhension que l'entreprise, bien sûr, elle est là pour gagner de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? Comment on le gère? Et moi, j'appelle de mes voeux que nos États soient soumis au même dispositif, parce que ce serait un peu moins la pagaille que ce qu'on connaît en ce moment. Alors finalement, c'est une évolution. Alors, si on prend l'exemple du contrôleur de gestion, c'est une évolution de cette fonction. On ne la fait pas disparaître, mais c'est une évolution de la fonction qui est liée effectivement à des demandes différentes et à des objectifs différents, c'est-à-dire produire un certain nombre de données. Non, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit avec la CSRD, ce que vous dites et ce que je disais, en fait, on se rejoint complètement. Il y a une espèce de CSRD bashing depuis quelques mois qui est assez détestable, parce que pour les grands groupes qui sont dans la première phase 2025 sur les comptes 2024, le gap analysis, c'est-à-dire la différence entre ce dont ils disposent comme données et ce dont il va falloir reporter, il est de moins de 5%. Il est moins de 5%. C'est-à-dire qu'ils disposent d'au moins 95% des données qui vont être reportées. La seule différence, et peut-être la seule chose qu'on pourrait peut-être redire en complément, le métier qui va disparaître, c'est communicant en RSE. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, on a communiqué sur la RSE avec des choses qui étaient effectivement erronées. C'est-à-dire que... C'est chouette, je vais pouvoir prendre ma retraite. Non, mais c'est la règle des 20-80. C'est-à-dire que vous en avez 80 qui communiquaient sur des choses qu'ils ne faisaient pas vraiment ou à moitié ou qui n'étaient pas tout à fait bien mesurées. Et 20% qui... bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, quand vous mettez un dispositif normatif qui explique ce que c'est qu'une chaîne de valeur, ce que c'est qu'un périmètre, ce que c'est que la double matérialité, quels sont les éléments que vous pouvez mesurer? Je rappelle quand même que la CSRD, c'est 2/3 de données qui sont des données qualitatives. Donc effectivement, on est complètement dans le processus. Par exemple, si on prend la discrimination dans la CSRD, ce qui est le plus important, c'est pas de dire j'ai 10, 20, 30 personnes, c'est d'expliquer comment tous les collaborateurs peuvent accéder à un outil qui leur assure une intégrité physique, mentale, morale, où ils peuvent dire j'ai été discriminé et quels sont les traitements qui sont mis en place dans l'entreprise pour traiter les problèmes et pour éviter que ça ne se reproduise. On est sur des processus en fait. Et c'est là la difficulté pour les moins grandes entreprises, c'est de travailler, parce que vous le faites depuis très longtemps, objectivement sur ces processus qui permettent d'aller dans un plan de transition. Et c'est ce que demande, aujourd'hui on n'est pas dans la donnée brute. Alors effectivement c'est mieux d'avoir 0 discrimination que d'en avoir 10, 20, 30 ou 40. Mais ce n'est pas parce que vous en avez 0 que vous n'allez pas discloser sur le processus. Et effectivement les métiers qui apparaissent, qui existaient déjà, c'est ceux qui vont travailler sur l'amélioration de ces processus ou de ces procédures, et tous ceux qui vont être capables de traiter de la donnée qui est disponible dans tous les logiciels que l'on utilise pour aller vers cette économie nouvelle,
même si l'entreprise restera au cœur de la production de la richesse, ça doit être une transition. Et alors là, moi, je suis complètement d'accord. Il y a 2 trous dans la raquette aujourd'hui. C'est le monde associatif et c'est l'administration. Alors même si des grandes entreprises publiques y vont, hein, mais il y a vraiment 2 grands trous dans la raquette. Quand même, regardez l'économie française, l'administration, au sens très, très générique du terme, ou les entreprises publiques, et c'est pas péjoratif, hein, sont quand même un pan de l'économie et de la vie sociale importante et qui sont extrêmement... Enfin, moi, je suis sidéré, je vais vous dire, quand je suis au CNAM, assez souvent d'ailleurs, ma fonction principale, c'est pas titulaire de chaire, c'est fermer les portes. Ce matin, je suis arrivé, j'ai fermé des portes, je suis redescendu, j'ai fermé des portes. Parce que vous avez des halls qui sont chauffés et les portes restent ouvertes et ça gêne personne. L'année dernière, j'ai affiché dans le hall un panneau en disant « Ceci est payé avec nos impôts et avec la destruction de l'environnement » pour qu'on ferme des portes, pour que simplement on ait ce réflexe-là. Imaginez dans une université, le chauffage, combien ça coûte déjà? Des sommes considérables, et on n'est même pas capable de fermer les portes. Bon, c'est un détail si vous voulez. Mais tout ça pour dire que si vous n'embarquez pas, aujourd'hui, vous n'allez pas embaucher effectivement un responsable de RSE, surtout dans une PME. C'est d'abord la diffusion, l'acculturation, et que tout le monde ait conscience de. Et il y a 2 éléments. C'est 1, la fresque du climat pour se rendre compte de ce que c'est, et 2, le bilan carbone, parce que le bilan carbone, son intérêt, c'est pas de dire X kilos, X tonnes de CO2. C'est de mapper l'entreprise et de voir quels sont les processus qui génèrent ces CO2 et sur lesquels je peux travailler pour pouvoir survivre. Alors effectivement, dans une PME, on a différentes sortes de PME, fort heureusement, mais on a aussi encore un certain nombre de PME qui sont, moi je pensais par exemple à l'industrie, la plasturgie, ce genre de choses, qui sont des industries qui sont sales, qui ont des déchets, qui produisent tout un tas de choses, qui socialement sont aussi parfois des entreprises dans lesquelles on sent qu'il y a encore un petit peu de travail. Enfin, c'est pas forcément évident. Comment on peut faire pour essayer d'accompagner ces entreprises qui ont peut-être un peu plus de difficultés? Alors je parle de la plasturgie, mais je vais parler aussi, je sais pas moi, de la petite PME qui a 30 salariés et qui a 12 camionnettes qui sont un peu anciennes, qu'elle ne peut pas remplacer, etc. Donc comment on peut faire pour accompagner ces entreprises et qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans leur recrutement pour essayer de les aider à faire ça? Et on essaiera de conclure là-dessus parce que tout le monde va avoir faim. Non mais, alors, j'ai juste un mot. La première chose, c'est que si les chefs d'entreprise de ces entreprises n'ont pas compris que s'ils ne s'y mettent pas, ils disparaîtront. Ah ben ça c'est certain. Ils n'y arriveront jamais en fait. Ils n'y arriveront jamais. On ne peut pas aider quelqu'un qui veut disparaître. Non mais on ne peut pas aider tout le monde. Franchement, madame, allez-y, répondez parce que vous les connaissez ces entreprises, j'imagine. Alors moi, je voulais répondre justement sur l'administration. Donc, il y a un plan de transformation de l'administration publique qui devait être publié il y a un an, qui a pris un peu de retard, on connaît le contexte, mais c'est en cours justement sur le volet transition énergétique et environnementale d'une manière générale. Donc, les discussions sont en cours, donc on a bon espoir que ça prenne forme. Sur l'entreprise, effectivement, la data, c'est l'utiliser. Elle va remonter les informations. Mais il y a aussi, pour moi, quelque chose de capital, c'est que les métiers qui disparaissent, c'est le grand truc. Là, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais dans la CSRD, dans la CS3D, donc droit de vigilance, il y a une part importante sur les parties prenantes. Donc les parties prenantes, ça va des riverains aux consommateurs, aux utilisateurs, on va dire de sens large, aux représentants syndicaux. Je suis là pour ça aujourd'hui. Donc c'est une fonction de dialogue et de mise en concertation. La concertation, c'est quand même le maître mot. Mais aussi avec ses fournisseurs, ses distributeurs, et justement avec la chaîne de valeur. Donc là, c'est la concertation. Et justement, il y a des instances de dialogue qui sont faites pour ça. Et puis, je pense qu'il y a une fonction importante, c'est les membres du conseil d'administration qui doivent vraiment être challengés et comprendre la vision qui doit être faite et le modèle d'affaires qui doit être déployé par rapport à ça. Alors, je parle comme un livre, mais voilà, c'est la vision qu'on en a.
et d'avoir, quand vous me disiez, je vais juste finir, hein, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour transformer, etc. Je dirais faire justement mon plan d'adaptation et d'atténuation par rapport à la stratégie et au changement du modèle d'affaires. Alors atténuation et adaptation, je vous renvoie à la définition de l'ORS, hein, adaptation, voilà, c'est voilà, comment je fais du bas carbone, et puis atténuation, comment je mets en place par exemple des puits carbone, etc. pour atténuer. Bon, il y a définition de l'ORS qui le donne encore mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Donc c'est ça. Et puis justement, dans cette gouvernance, la mobiliser et que ça soit qu'elle garde le cap. Et je ne doute pas que ça va être encore mieux demain. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire quelques questions, parce que finalement, une question. Allez, est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Vous avez vraiment très faim. Moi, juste une petite chose. Souvent, quand on est étudiant, il y a toujours une expression qui arrive dans les cours de gestion de management. Et en fait, on ne sait jamais d'où elle vient. Ce qui est small is beautiful. D'où ça vient, Small is Beautiful? Et en fait, c'est un livre qui a été écrit par un économiste américain qui s'appelle Schumacher. C'est pas le père du pilote, hein, mais en 73. Et si vous avez l'occasion de vous le procurer, vous verrez, c'est assez édifiant parce qu'en 73, il écrit que les entreprises doivent être des entreprises du territoire et pas des entreprises globales, des entreprises du territoire, et qu'elles doivent prendre en compte deux choses: la ressource naturelle et les parties prenantes. Et on a mis 40 ans à écrire la CSRD. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites il y a longtemps et dont on avait conscience il y a longtemps. Pour autant, il y a une certaine inertie. Ouais. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport... Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, parce que ça me tient à cœur. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même des difficultés sociales. C'est au cœur de la société, hein, voilà, du monde économique. On le voit bien en Savoie, etc. Mais pas que. Et donc, nous sommes engagés dans cette CSRD. Ça nous donne quand même, effectivement, quand bien même des contraintes qui risquent peut-être d'être difficiles par rapport à des pays hors Europe, hors UE, qui ne s'appliquent pas ces mêmes contraintes. Donc, on peut ouvrir un débat là-dessus quand même. On ne va pas le faire maintenant parce que je pense qu'effectivement il y aurait énormément de choses à dire et que je pense que pour beaucoup de pays ça reste des sujets difficiles à aborder, des sujets de pays riches. Donc on ne va pas parler de ça maintenant. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à tous les trois et bon appétit.